François Sarano, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, qui est océanographe, plongeur, animateur de cette communauté maritime depuis tant d'années. D'abord, je pense, pendant de nombreuses expéditions avec le commandant Cousteau, Calypso, mais qui est intervenu dans plein d'endroits où les choses se passent, que ce soit les WWF, mais plus largement quand même, évidemment, auprès des peuples de l'océan, c'est-à-dire le nom d'un de tes livres. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le préfet maritime, monsieur le président de Pélagos, mesdames et messieurs, c'est un honneur et une vraie joie inattendue que d'être ici parmi vous, à cette tribune. Mais je me demande quelle légitimité est-ce que j'ai alors que vous-même et vos équipes travaillez depuis 20 ans à mettre en place cet accord Pélagos. Alors peut-être pensez-vous que d'avoir nagé, plongé, côtoyé les cétacés depuis plus de 40 ans permet de les connaître. Détrompez-vous, au contraire, on tombe dans un vertigineux abîme de complexité tant les sociétés sont différentes et tant la découverte de la singularité de chacun des individus remet en question nos certitudes sur ce qu'on croyait savoir. Peut-être pensez-vous que les recherches, éthologie, génétique, acoustique, beaucoup d'acoustique, que l'association Longitude 180 mène avec ses partenaires de l'Université de Toulon, du CNRS, du Muséum d'histoire naturelle, nous permet d'exprimer ici les besoins des cétacés. Au contraire, nous découvrons l'extraordinaire diversité de ce monde qui rend extrêmement difficile le fait de prendre telle ou telle mesure. Il faut voir globalement et peut-être changer complètement de paradigme. Nonobstant, je crois, ces incertitudes, je vais quand même essayer d'être le truchement de ces cétacés, de parler en leur nom. Et je vais essayer de me glisser dans la peau de l'un d'entre eux. Farouche. Farouche, il s'appelle. C'est un cachalot qui réside à 15 000 d'ici, dans le canyon du Var, d'un cachalot mâle d'une quinzaine d'années que nous avons suivi tout au cours de nos expéditions. Et je me plais à penser que si ce cachalot pouvait parler, il nous dirait en substance: cher colocataire humain. Et colocataire, ça s'écrit avec un trait d'union et T majuscule E, 2 R, E. Vous nous avez consacré un sanctuaire. Nous vous en remercions. Sanctuaire, dans le dictionnaire Larousse, cela signifie lieu sacré, extrêmement sacré, dans lequel celui qui se réfugie doit être mis à l'abri de toute agression. Pourtant, plus de 10% d'entre nous sommes blessés par les hélices de vos navires ou complètement déformés par les collisions que nous ne pouvons éviter lorsque nous dormons en surface ou que nous venons respirer. Et ça, c'est sans compter les cadavres éventrés de ceux qui ont sombré sans être vus. Chaque année, ça a été rappelé, Farouche ne dirait rien de plus que tout ce qui a été dit ici déjà. Chaque année, donc, le nombre des bateaux augmente. On a bien dit qu'il ne fallait pas que le nombre des bateaux augmente. Mais on ouvre de nouvelles places, on construit de nouveaux bateaux, on veut accueillir de nouveaux bateaux. Il y a une sorte de contradiction. Chaque année, donc, le nombre de bateaux augmente. Leur vitesse augmente. Pas simplement celle des hors-bords, celle des voiliers, qui découpent en tranches les cétacés. Et le vacarme maritime qui, ça l'a été rappelé, nous empêche de percevoir notre environnement. Oui, nous sommes des animaux qui sommes sonores. La vue est inutile dans les fonds marins où on ne voit pas. On doit écouter et on ne peut chasser que dans le silence. Alors, que vous dire que vous ne sachiez déjà pour que ce sanctuaire soit un véritable refuge? Mais pas simplement en surface, pas simplement
la peau de l'océan que vous sillonnez à toute vitesse, sans aucun égard pour nous, les cétacés. Non, non, dans son épaisseur liquide, dans sa profondeur, oui, sa profondeur, et surtout dans son extrême complexité. Pélagos, l'écosystème pélagique, c'est un écosystème vivant. Et un écosystème vivant, c'est l'ensemble des interdépendances, l'ensemble des relations que les vivants, et nous les cétacés, tissons entre nous et avec vous les humains. Nous avons coévolué ensemble depuis des millions d'années. Nous sommes donc interdépendants, nous sommes unis. Nous ne survivrons qu'ensemble. Et si on modifie, on touche à une espèce, ça a des effets sur toutes les autres espèces. On ne peut pas voir les cétacés d'un côté et les étoiles de mer de l'autre. Dans ce monde, tout est lié. C'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout est lié et nous avec. Par conséquent, si l'on veut avoir un écosystème pélagique résilient, il faut que nous renforcions les liens qui nous unissent. Parce que ce sont ces liens, ces interdépendances qui permettent à l'écosystème d'atteindre sa plénitude et par conséquent de résister au changement climatique, ça a été rappelé. Et on le voit aujourd'hui avec le réchauffement jusque des eaux profondes, hein, les eaux léventines qui arrivent, dans lesquelles nous chassons, nous les cachalots, à 400, 500 mètres de profondeur et qui voient leur température augmenter. Tout est bouleversé. Si l'écosystème veut résister, eh bien, il faut que nous préservons l'ensemble des liens. Ce n'est pas simplement les cétacés, c'est le krill, c'est les myctophidés, c'est les calmars, c'est tous les micro-organismes. Il faut que nous pensions global. Encore une fois, nous ne survivrons qu'ensemble. Alors, des mesures, que vous dire là, encore une fois, que vous ne sachiez déjà? Quel souhait formulé, que vous n'avez déjà entendu? Réduction de la vitesse des bateaux. Oui, réduction obligatoire, pas simplement volontaire. C'est super le système REP7. Super. Mais il faut d'abord signaler et puis que le capitaine écoute. Il faut le système REP7, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est basé sur la volonté des gens et des qualités des observateurs. La nuit, comment ils font les observateurs? Quand il y a mauvaise mer, comment ils font les observateurs? Ben, ils font rien, ils peuvent pas. Et puis, il y a des capitaines qui, nonobstant le fait qu'ils connaissent tout ça, eh ben, font la sourde oreille quand on signale un cétacé. Par conséquent, il faut des mesures obligatoires, au moins dans certaines zones, des zones qui sont particulièrement sensibles, où nous, les cachalots et les baleines, nous nous rassemblons. Par exemple, dans le canyon du Var, ou dans la bande des 15 000, le long du littoral, Monaco, l'Italie, Imperia, des endroits formidables, hier. Cette zone-là, il faudrait prendre des mesures de réduction drastiques. Et puis après, effectivement, mettre des bouées qui enregistrent notre présence, à nous les cétacés, et qui le signalent au bateau, pour qu'ils réduisent volontairement leur vitesse dans les zones où elle n'est pas obligatoirement réduite. Et pour ça aussi, il faudrait faire savoir, demander à combien de navigateurs connaissent le sanctuaire Pélagos. Ça a été dit, et je suis très content que ça ait été dit. Oui, il faut le faire savoir. Il faut que sur tous les GPS, tous les logiciels de navigation, sur toutes les cartes, il y ait marqué ici, vous rentrez dans le sanctuaire Pélagos. Ici, vous devez prendre soin des cétacés. Vous devez être vigilant. Ça n'est écrit nulle part. Personne ne le sait, ça. Faire savoir, faire savoir, faire savoir. Et puis, au-delà de ça, peut-être penser l'avenir. Aujourd'hui, nous n'exploitons pas les calmars histiototis, nous n'exploitons pas le krill, nous n'exploitons pas les myctophidés. Et prévoyons l'avenir, puisqu'aujourd'hui ça ne gêne personne, interdisons tout de suite dans ce sanctuaire les prélèvements de ces différentes espèces qui sont nos ressources, qui nous sont indispensables. Ça ne gêne personne, faisons-le. Parce que demain, le développement d'une aquaculture un peu folle et souvent uniquement mercantile va chercher des ressources partout. Donc faisons-le.
interdire aussi préventivement toute recherche qui nécessiterait des détonations, c'est-à-dire exploitation ou extraction minière, on recherche, et qui, comme cela a été rappelé, non seulement nous assourdissent au point de parfois nous tuer, mais détournent des zones où elles se font l'ensemble des cétacés qui ne peuvent plus aller s'y nourrir. Donc des mesures très concrètes, et je n'ai fait que rappeler ce que tout le monde a déjà dit. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus rapidement en application. Mais je pense quand même que tout cela n'est pas suffisant. Parce que toutes ces mesures techniques, elles ne sont faites que pour limiter vos dégâts à vous, les humains. Et qu'il est nécessaire, si on veut vraiment que nos enfants puissent avoir une mer riche de cétacés, partager avec eux cette mer, un changement de paradigme. Un vrai changement de paradigme. Parce que tant que vous, les humains, vous nous considérerez, nous, les cétacés et les autres vivants, comme des valeurs d'ajustement que l'on protège quand on a le moyen, ou que l'on exploite quand tout d'un coup la rigueur économique devient un peu plus dure, ça ne marchera pas. Tant que vous considérez que nous sommes un décor à préserver, un décor que l'on préserve, encore une fois, si ça ne gêne pas l'exploitation ou la croissance, alors ça ne marchera pas. Tant que vous considérez que nous sommes des contraintes à repousser le plus loin qui gênent le développement économique, ça ne marchera pas. Il faut un changement profond. Il faut que vous nous considériez comme des partenaires. Nous avons, je le répète, coévolué ensemble. Nous sommes sur la même toile du vivant. Nous sommes intimement, inextricablement liés. Nous sommes vos partenaires. C'est ça l'idée qu'il faut mettre à la place. C'est plus quelqu'un contre qui on va lutter. Oui, on l'accepte, il y a des contraintes. Non, on vit ensemble. Là, les choses commenceront à changer. Là, tout d'un coup, on pourra envisager de co-gérer avec vous, Italie, Monaco, la France, l'Espagne maintenant, formidable la ZMPV, mais nous les cétacés, dans chacune de vos décisions, de vos réflexions, donnez-nous la parole. Donnez-nous la parole, non pas encore une fois pour avoir des contraintes, mais pour partager ce monde avec vous. Donnez-nous la parole, pensez nos besoins, comme si nous étions l'un de vos partenaires, comme vous le faites entre vous, partenaires. Alors les choses pourront changer. Alors, Pélagos, alors la Méditerranée, alors l'océan. Notre patrimoine commun à tous, vous les humains, nous les non-humains. Et je ne parle pas maintenant, moi, Farouche, le cachalot, simplement au nom des cachalots et des cétacés, mais même au nom de l'étoile de mer. Tant que l'étoile de mer n'aura pas sa voix, tant qu'elle ne sera pas considérée comme un partenaire, mais comme rien. Regardez dans les chaluts. Rien. L'étoile de mer, c'est rien. C'est même pas des bycatch. Les bycatch, c'est juste le poisson qu'on aurait pu utiliser, mais qui n'est... Non, non, ça n'a rien. Le vivant n'est rien. Et tant que ce vivant sera considéré comme du rien, les mesures qu'on va prendre, ces contraintes qu'on va s'imposer, elles ne fonctionneront pas. Mais si dans Pélagos, tout d'un coup, à cette réunion, il y a Farouche le cachalot, à ce moment-là, peut-être vous pourrez vous enorgueillir ici, représentants de la France, de Monaco, de l'Italie, décideurs. Vous pourrez vous enorgueillir d'avoir offert pour la première fois aux générations futures, à nos générations futures de cachalots, à vos enfants, le symbole d'une véritable coopération qui peut changer le monde et à le mettre en paix, ce qui est rare aujourd'hui. Co-gestion en nous donnant la parole. Merci.